Bienvenue, frères d'armes. Soyez les bienvenus sur Stratégos, la chaîne où nous explorons la vie des grands stratèges qui ont changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Caius Marius, le général et consul romain qui réforma l'armée et transforma Rome en une machine de guerre imparable. Son génie militaire et son ambition ont marqué le destin de la République et jeté les bases de l'Empire. Avant de nous plonger dans son héritage, laissez un like, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Stratégos pour continuer à découvrir les grands bâtisseurs de l'histoire. Le pouvoir ne réside pas dans la tradition, mais dans la volonté de ceux qui osent tout changer. Commençons. Première partie. Origine et ascension dans la République. Caius Marius est né en 157 avant JC, à Arpinum, une petite ville au sud-est de Rome. Ce n'était pas un lieu prestigieux, et sa famille ne possédait aucun titre de grandeur. Ils étaient des plébéiens, sans grande connexion politique, sans lignée illustre, mais avec une ambition qui brûlait comme le feu. À cette époque, Rome était dominée par l'aristocratie sénatoriale, un groupe fermé de familles puissantes qui monopolisait le pouvoir. Pour un jeune homme né en dehors de ce cercle, l'idée d'accéder au sommet du pouvoir était presque une fantaisie. Mais Caius Marius n'était pas un homme ordinaire. Dès son enfance, il a fait preuve d'une détermination féroce, d'un désir inébranlable de se faire un nom dans l'histoire. Il savait qu'à Rome, la politique était une bataille, mais avant de brandir l'épée au Sénat, il devait gagner le droit d'être écouté sur le champ de bataille. Et ainsi, avec cette conviction, il se lança dans la vie militaire. Marius rejoignit l'armée et se distingua rapidement. Ses supérieurs virent en lui un soldat discipliné, doté d'un talent inné pour la guerre. Mais son véritable tournant arriva lorsqu'il fut affecté à la campagne d'Hispanie sous le commandement de Scipion Émilien, le brillant général qui assiégeait Numance. Numance était un enfer. La résistance celtibère avait humilié les Romains pendant des années, et la seule façon de soumettre la ville était par un siège implacable. Scipion était un commandant méticuleux, et Marius absorba chacune de ses leçons comme une éponge. Il apprit que la guerre ne se gagnait pas seulement par la force brute, mais par la discipline, la logistique et la stratégie. On disait que Scipion avait le don de reconnaître le talent chez les hommes, et lorsqu'il posa les yeux sur Marius, il ne vit pas un simple soldat, mais quelqu'un ayant le potentiel d'accomplir de grandes choses. Il n'était pas noble, il n'avait pas de nom illustre, mais il avait quelque chose de plus important, l'astuce et la détermination. Lorsque Rome finit par soumettre Numance, Marius revint avec une réputation croissante. Mais une chose était claire, s'il voulait aller plus loin, il devait entrer en politique. Et la politique à Rome était un jeu sordide, dominé par l'aristocratie. Marius devait trouver le moyen de se frayer un chemin. La première étape fut la questure, une charge mineure au sein du cursus honorum, l'échelle du pouvoir à Rome. Ce ne fut pas facile, mais Marius avait un atout dans sa manche, le soutien des populares, le parti qui représentait la plèbe et qui cherchait à s'opposer à l'oligarchie sénatoriale. En 119 avant JC, Marius fut élu tribun de la plèbe, un poste doté du pouvoir de bloquer les décisions du Sénat. De là, il commença à défier ouvertement l'aristocratie, en promouvant des réformes qui bénéficiaient aux soldats et aux secteurs les moins privilégiés de Rome. Une de ses mesures les plus controversées fut de restreindre le droit du Sénat de mettre son veto sur les lois avant qu'elles ne soient votées par l'Assemblée populaire. Cela lui valut l'inimitié des patriciens, mais aussi la faveur du peuple. Marius traçait sa propre voie, et il ne pensait pas s'arrêter. Mais à Rome, l'ambition seule ne suffisait pas. Il fallait des alliés, des connexions, des mariages stratégiques. Et Marius trouva la clé chez une femme, Julia, une jeune femme de la famille des Julie, l'une des lignées les plus anciennes et les plus respectées de Rome. Le mariage avec Julia fut un coup de maître. À travers elle, Marius se lia à une famille qui, bien qu'elle ne comptât pas parmi les sénateurs les plus influents à cette époque, possédait un sang noble et un grand héritage politique. Des décennies plus tard, son petit-neveu, Jules César, deviendrait l'homme le plus puissant de Rome. Mais à ce moment-là, Marius ne faisait que commencer son ascension. Le soutien des populares et sa connexion avec les Julie lui donnèrent l'impulsion dont il avait besoin. Désormais, il ne lui manquait plus qu'une grande opportunité, et cette opportunité arriva avec la guerre.
En 100 avant GC, Rome était en guerre contre Jugurtha, le roi de Numidie. La campagne devenait un désastre. Jugurtha n'était pas un ennemi facile, il connaissait le terrain, maîtrisait la guérilla, ce qui était le plus inquiétant, il avait des alliés au sein même du Sénat romain, soudoyant des sénateurs pour qu'ils prolongent le conflit en sa faveur. La corruption était évidente et le peuple romain était furieux. Marius vit son opportunité et n'hésita pas à la saisir. En 107 avant JC, il défia le Sénat et se porta candidat au consulat, promettant de mettre fin à la guerre une fois pour toutes. Sa victoire fut historique. Jusqu'alors, le consulat avait été une charge presque exclusivement réservée à l'aristocratie. Marius, un homme sans ligne noble, un simple plébéien d'Arpinum, avait brisé la barrière et atteint le sommet du pouvoir à Rome. Mais son consulat ne serait pas une simple anecdote. Il n'allait pas seulement mettre fin à la guerre en Numidie, il était également sur le point de changer à jamais la structure de l'armée romaine. Jusqu'alors, l'armée romaine était composée uniquement de citoyens propriétaires, ce qui limitait le nombre de soldats disponibles. Marius, avec une vision pragmatique et révolutionnaire, fit quelque chose d'impensable, il ouvrit l'armée aux prolétaires, les citoyens les plus pauvres, ceux qui ne possédaient pas de terre. Ce fut un coup de maître. Désormais, tout homme pouvait s'enrôler, quelle que soit sa condition sociale. En échange, l'État lui fournirait équipement et entraînement. Pour les plus humbles, c'était une occasion d'ascension sociale, de gagner richesse et gloire. Pour Marius, cela signifiait avoir une armée loyale envers lui et non envers le Sénat. Ce changement aurait des conséquences monumentales sur l'histoire de Rome. Ce ne sont plus les propriétaires terriens qui formaient les légions, mais des hommes qui voyaient en leur général le seul espoir d'obtenir un avenir meilleur. À ce moment-là, sans le savoir, Marius jetait les bases de la militarisation de la politique romaine, un phénomène qui, des siècles plus tard, mènerait à la dictature de César et à l'Empire. Avec sa nouvelle armée, Marius retourna en Numidie et en quelques mois réussit ce que le Sénat n'avait pas réussi en des années. Ses tactiques implacables acculèrent Jugurtha et finalement le menèrent à sa capture. En 105 avant JC, le roi de Numidie fut conduit enchaîné à Rome et exposé lors d'un triomphe avant d'être exécuté en prison. Marius avait tenu sa promesse. Il avait vaincu un ennemi formidable, il avait humilié l'aristocratie et plus important encore, il avait démontré qu'un plébéien pouvait gouverner Rome avec succès. Mais ce n'était pas la fin. Son ascension au pouvoir n'allait pas être éphémère. Il était sur le point de devenir l'homme le plus influent de son temps, et Rome n'avait pas encore vu le pire de lui. Caius Marius avait brisé les portes du pouvoir à Rome. Il avait démontré que la lignée n'était pas le seul élément qui comptait, que l'ambition et l'habileté pouvaient transformer un simple plébéien en consul. Mais son histoire était loin d'être terminée. Les guerres cimbres approchaient, l'aristocratie ne restait pas les bras croisés, et la lutte pour le contrôle de Rome ne faisait que commencer. Jusqu'où irait Marius? Combien de temps pourrait-il maintenir son pouvoir avant que ses ennemis ne se retournent contre lui? La République ne serait plus jamais la même. Deuxième partie, les réformes militaires, Rome était en crise. Ses légions n'étaient plus ce qu'elles étaient. Les défaites humiliantes à l'étranger et la corruption au Sénat avaient miné la confiance du peuple, et le pire était à venir. Depuis les terres du Nord, une ombre planait sur la République. Les Cimbres et les Teutons, peuples germaniques d'une ampleur terrifiante, avançaient comme une tempête imparable, dévastant des provinces entières et laissant derrière eux une traînée de mort et de destruction. Rome avait besoin d'un sauveur, quelqu'un capable de transformer une armée brisée en une force invincible, et cet homme était Caius Marius. Depuis son ascension au consulat, Marius avait démontré que la guerre était son terrain de jeu. Non seulement il avait vaincu Jugurtha en Numidie, mais il avait compris ce que les autres généraux ignoraient. Rome avait besoin d'une armée nouvelle, forte et disciplinée. L'ancienne méthode de recrutement des soldats ne servait plus. La guerre avait changé, et Marius était prêt à changer avec elle. L'armée romaine avait été, jusqu'alors, une institution élitiste. Seuls les citoyens propriétaires pouvaient s'enrôler, ce qui limitait le nombre de recrues. Mais Marius vit dans les prolétaires, les citoyens sans terre, une source inépuisable d'hommes prêts à combattre. Avec son autorité de consul, il décréta que tout Romain,
quelle que soit sa richesse, pouvait faire partie des légions. Pour beaucoup, c'était la seule chance d'échapper à la pauvreté. L'État leur fournirait armes, armure et entraînement. Mais Marius n'a pas seulement ouvert les portes de l'armée, il en a fait une machine de guerre sans précédent. Il introduisit un entraînement physique rigoureux. Les soldats marchaient de longues distances avec tout leur équipement, ce qui leur valut le surnom de mule de Marius. Il changea la structure des légions. Au lieu de dépendre de contingents temporaires, il créa une armée professionnelle et permanente. Il améliora l'organisation des cohortes, augmentant la flexibilité tactique au combat. Il introduisit un système de récompense où les soldats ne se battaient pas seulement pour Rome, mais aussi pour leur avenir. À la retraite, ils recevraient des terres et des richesses. Marius était en train de forger quelque chose de nouveau, une armée qui non seulement défendrait Rome, mais changerait son destin pour toujours. Pendant que Marius réformait l'armée, la plus grande menace depuis des décennies avançait implacablement vers Rome. Les Cimbre et les Teutons n'étaient pas une armée ordinaire, c'étaient des hordes gigantesques de guerriers barbares, accompagnés de femmes, d'enfants et de vieillards. Ce n'étaient pas seulement des envahisseurs, c'était une migration complète de peuples entiers à la recherche de terre. Ils avaient vaincu les Romains dans plusieurs batailles, anéantissant des légions entières et semant la panique dans les provinces. En 105 avant J.C., à la bataille d'Arosio, les Romains subirent une catastrophe. Plus de 80 000 soldats furent massacrés. Jamais auparavant la République n'avait été confrontée à une menace aussi dévastatrice. Le Sénat, incapable de gérer la crise, fit appel au seul homme qui pouvait les sauver. Caius Marius fut élu consul pour la seconde fois en 104 avant J.C. La situation était claire. Soit Rome trouvait un leader fort, soit elle se préparait à l'effondrement. Marius ne perdit pas de temps. Le pouvoir en main, il utilisa ces nouvelles réformes pour renforcer les légions et préparer l'affrontement contre les barbares. Il savait que la clé de la victoire n'était pas seulement la force, mais la stratégie. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne sous-estima pas les Cimbre et les Teutons. Il savait qu'ils n'étaient pas de simples sauvages, mais des guerriers redoutables dotés d'un véritable pouvoir destructeur. Il décida d'attendre, il ne les affronterait pas sur un champ de bataille à leur avantage, il les ferait jouer selon ses règles. Lorsque les barbares se divisèrent, les Teutons progressèrent vers le sud, tandis que les Cimbres empruntèrent un autre chemin. C'était l'occasion que Marius attendait. En l'année 102 avant J.C., Marius intercepta les Teutons près d'Achaie Sextia, en Gaule. Les barbares, confiants après leur victoire précédente, crurent pouvoir écraser les Romains grâce à leur supériorité numérique. Mais Marius avait un autre plan. Il les laissa avancer, s'épuiser et tomber dans son piège. Lorsque les Teutons se lancèrent à l'attaque, Marius ordonna à ses légions de résister avec une discipline de fer. Les Romains résistèrent à la charge, contenant les barbares jusqu'à ce qu'au moment précis, ils lancent une contre-attaque dévastatrice. Des milliers de Teutons périrent sur le champ de bataille. Ce fut un massacre total. Ceux qui tentèrent de fuir furent chassés un à un. Rome avait vu de nombreuses batailles, mais peu de victoires aussi complètes que celle-ci. Mais il restait encore un ennemi. Les Cimbres, apprenant la destruction des Teutons, progressèrent avec fureur vers l'Italie. Ils étaient déterminés à venger leurs frères tombés. Mais Marius les attendait déjà. À l'été de l'an 100, un avant J.C., près de Versailles, les deux armées s'affrontèrent dans une bataille qui allait définir l'avenir de Rome. Les Cimbres attaquèrent de toutes leurs forces. Leur cavalerie et leurs immenses formations semblaient imparables. Mais Marius, dont l'armée était maintenant parfaitement entraînée et organisée, ne leur laissa aucune chance. La bataille fut brutale. Mais les Romains étaient supérieurs en tactique et en discipline. Lorsque Marius ordonna la contre-attaque, les Cimbres furent complètement anéantis. Plus de 100 000 barbares périrent sur le champ de bataille. Les quelques survivants furent vendus comme esclaves ou exterminés. La menace avait été entièrement éliminée. Caius Marius avait sauvé Rome. Grâce à ses victoires, Marius devint l'homme le plus puissant de la République. Le peuple l'adorait, le Sénat le craignait. En lançant avant J.C., il fut élu consul pour la 6e fois, un record sans précédent. Sa popularité était à son apogée. Mais son pouvoir croissant attira aussi des ennemis. Le Sénat, dominé par la faction des Optimates,
voyait en Marius une menace. Il avait brisé les règles du jeu, un plébéien sans ascendance noble avait dominé Rome pendant des années. Et, pire encore, il avait montré qu'un leader soutenu par l'armée pouvait défier le Sénat. Des conflits politiques éclatèrent. Les optimates tentèrent d'affaiblir Marius en sapant ses réformes et en promouvant de nouveaux leaders capables de le contrer. Marius, las de la lutte politique, décida de se retirer. Il avait accompli l'impossible, il avait réformé l'armée, vaincu les barbares et assuré l'avenir de Rome. Mais la politique romaine était un jeu dangereux, et son histoire n'était pas encore terminée. Caius Marius avait changé Rome à jamais. Ses réformes militaires transformeraient la République en une puissance militaire inégalée. Ses victoires sauvèrent Rome d'une destruction certaine, mais son héritage n'était pas assuré. Le Sénat ne pardonnait pas à ceux qui défiaient son autorité. Les luttes politiques ne tarderaient pas à le rattraper. Troisième partie, exil et retour à Rome pendant la guerre sociale. Caius Marius avait tout réussi. Il avait sauvé Rome de l'anéantissement total, réformé l'armée et atteint le consulat à 6 reprises. Il était l'homme le plus puissant de la République. Mais à Rome, le pouvoir était une monnaie volatile. Les mêmes sénateurs qu'il avait autrefois eu besoin le craignaient maintenant. Il avait humilié l'aristocratie par son succès et ses réformes. Il n'était pas des leurs. Il n'avait pas de nom illustre ni de lignée patricienne. C'était un plébéien qui avait osé défier les normes établies. Et les optimates, la faction conservatrice du Sénat, n'était pas disposée à le laisser continuer à accumuler du pouvoir. Cependant, Marius n'était pas seul. Il bénéficiait du soutien des populares, le parti qui représentait la plèbe, et les soldats fidèles à sa cause. Mais un nouvel acteur fit son apparition sur la scène politique. Un homme ambitieux, rusé et doté d'un talent militaire aussi grand que le sien, Lucius Cornelius Sulla. Ce qui commença comme une simple rivalité allait bientôt dégénérer en une guerre sans merci. Sulla était un aristocrate, un patricien au sang noble, mais il n'était pas qu'un simple politique de salon. C'était un guerrier, un stratège, un homme possédant un talent naturel pour l'intrigue. Il avait servi sous les ordres de Marius lors de la guerre contre Jugurtha, et bien qu'il n'ait été que subordonné à l'époque, il ne tarda pas à démontrer ses propres ambitions. Pendant que Marius accumulait le pouvoir grâce à la faveur du peuple, Sulla bâtissait son propre réseau d'alliés au Sénat et dans l'armée. La tension entre les deux hommes explosa lorsque les optimates, désespérés de freiner l'influence de Marius, commencèrent à promouvoir la carrière de Sulla. Ils le voyaient comme l'homme capable de restaurer le pouvoir du Sénat et de mettre fin à la domination des populares. Marius, quant à lui, tenta de maintenir son autorité, mais la politique romaine était en pleine mutation. Il avait gagné des guerres contre les barbares, mais la lutte contre l'aristocratie romaine serait encore plus difficile. Après son 6e consulat en 100 avant Jésus-Christ, Marius essaya de conserver son influence à Rome, mais le Sénat commença à conspirer contre lui. Les optimates le coinçaient politiquement. L'un des principaux déclencheurs fut l'assassinat de Saturnin, un tribun de la plèbe et allié de Marius. Le Sénat utilisa sa mort comme prétexte pour saper l'autorité du général. Ils accusèrent Marius d'avoir toléré le désordre, d'être devenu un danger pour la République. La pression devint insupportable. Marius fut contraint de se retirer. Sans alliés au pouvoir et sans armée à sa disposition, il n'eut d'autre choix que de quitter Rome et de s'exiler dans l'une de ses propriétés, dans le sud de l'Italie. Ce fut un coup dévastateur. L'homme qui avait été 6 fois consul, le sauveur de Rome, était devenu un paria politique. Mais Rome n'était pas stable, la paix ne durait pas longtemps. Pendant que Marius vivait en exil, une crise éclata dans la République. Pendant des siècles, Rome avait dominé la péninsule italienne avec un système inégalitaire. Les villes alliées d'Italie fournissaient des soldats aux légions romaines, mais n'avaient pas les mêmes droits que les citoyens romains. Ils ne pouvaient pas voter, ne pouvaient pas participer à la politique, n'étaient pas véritablement romains. Finalement, en 91 avant Jésus-Christ, les alliés italiens se révoltèrent. Ils voulaient la citoyenneté romaine, ils voulaient l'égalité, et ils étaient prêts à se battre pour cela. Ainsi commença la guerre sociale, l'une des guerres les plus sanglantes que Rome ait connues à l'intérieur de ses propres frontières. Le Sénat, alarmé par l'ampleur de la rébellion,
avait besoin de généraux expérimentés pour réprimer le soulèvement. C'est dans ce contexte que Caius Marius vit une nouvelle opportunité. S'il pouvait revenir et gagner la guerre, il pourrait restaurer son prestige. Cependant, il n'était pas le seul à nourrir des ambitions. Sulla aspirait également au commandement suprême des légions. Marius retourna à Rome avec l'espoir de récupérer sa position. Il tenta d'obtenir le commandement suprême contre les alliés italiens, mais le Sénat, contrôlé par les optimates, favorisa Sulla. Le mépris était évident. Marius, l'homme qui avait sauvé Rome à maintes reprises, était relégué au second plan au profit d'un patricien ambitieux. Mais Marius ne se rendrait pas aussi facilement. Utilisant son influence auprès des populaires, il réussit à obtenir un commandement mineur dans la guerre. Malgré son âge, il possédait encore l'énergie et l'astuce d'un guerrier. Durant la guerre sociale, il commanda des troupes et remporta plusieurs victoires importantes. Cependant, lorsque le conflit commença à se résoudre, son affrontement avec Sulla atteignit un point de non-retour. Le Sénat avait un nouvel ennemi, Mithridate Seixte, le puissant roi du Pont. Son royaume en Asie mineure constituait une menace croissante pour Rome, et il fallait un commandant suprême pour l'affronter. Sulla fut choisi pour cette tâche. C'était le prix qui consoliderait son pouvoir. Marius ne voulait pas le permettre. Utilisant son influence à l'Assemblée populaire, il réussit à faire retirer le commandement à Sulla et à se le voir attribuer. Ce fut un défi direct, une déclaration de guerre politique. Sulla, furieux, fit l'impensable. En l'année 88 avant J.C., il marcha sur Rome à la tête de ses légions. Jamais auparavant, un général n'avait mené une armée contre la ville elle-même. C'était une violation absolue de toutes les traditions romaines. Mais Sulla ne s'arrêta pas. Il entra à Rome dans le sang et le feu, exécutant les alliés de Marius et prenant le contrôle de la ville. Marius, devenu l'homme le plus recherché de la République, s'enfuit désespérément. La légende raconte qu'il se réfugia dans les marais du Latium, errant sans but, se cachant des soldats de Sulla. Il souffrit de la faim, du froid et de la peur. De l'homme le plus puissant de Rome, il était devenu un fugitif sans abri. Mais Marius n'était pas fini. Les dieux n'avaient pas encore écrit son destin. Caius Marius avait tout perdu. Sa position, son armée, son prestige. Sulla l'avait vaincu et l'avait forcé à fuir. Mais l'histoire de Marius ne s'arrêtait pas là. En politique romaine, les victoires étaient éphémères et les défaites jamais définitives. Quatrième partie, la prise de Rome et le 7e consulat. Caius Marius, l'homme qui avait sauvé Rome de l'anéantissement, était fini. Pourchassé par ses ennemis, il avait fui comme un criminel, se cachant dans les marais et les grottes, supportant la faim, le froid et la menace constante de la mort. Lucius Cornelius Sulla l'avait vaincu. Rome n'était plus sienne, mais l'histoire de Marius ne se terminait pas avec son exil, car en politique romaine, les victoires étaient éphémères et les vaincus trouvaient toujours un moyen de revenir. Et Marius, vieux et humilié, était sur le point de le faire. Sulla était parti combattre Mithridate en Orient, laissant ses alliés optimates aux commandes de Rome. Mais il fit une erreur fatale, il crut que sa victoire sur Marius était définitive. Elle ne l'était pas. En Italie, Marius trouva un nouvel allié, Lucius Cornelius Cinna, un homme politique des populaires qui avait été élu consul mais rapidement déposé par les optimates. Cinna voulait reconquérir Rome. Marius voulait se venger. Tous deux unirent leurs forces. Ils rassemblèrent des armées dans le sud de l'Italie, y ajoutèrent des gladiateurs, des déserteurs et des esclaves. Ce n'était pas une armée conventionnelle, mais elle avait quelque chose de plus important que la discipline, la haine. La marche vers Rome fut brutale. Ce n'était pas une guerre, c'était une croisade personnelle. Les villes qui résistaient étaient pillées, les sénateurs qui s'opposaient étaient exécutés. Marius, qui avait autrefois été considéré comme le sauveur de Rome, était devenu sa plus grande menace. Lorsqu'ils arrivèrent aux portes de la ville, Rome trembla. Le peuple se souvenait de ce que Sulla avait fait en prenant la ville. Il savait que Marius n'aurait aucune pitié, et il n'en eut pas. Lorsque Marius et Cinna entrèrent à Rome, la ville devint un bain de sang. Les optimates furent pourchassés comme des animaux. Sénateurs, magistrats, nobles, quiconque avait soutenu Sulla, était marqué pour mourir.
Il n'y eut pas de procès, il n'y eut pas de clémence. Les rues se remplirent de cadavres, les têtes des ennemis de Marius furent plantées sur des pics et exposées sur le forum romain. Et la terreur avait commencé. Mais ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était une déclaration de pouvoir. Marius avait été humilié, chassé et persécuté. Maintenant, Rome lui appartenait de nouveau, et il s'assurait que personne ne le défie à nouveau. Après avoir pris la ville, Marius fit l'impensable. Il fut élu consul pour la 7e fois. Personne dans l'histoire de Rome n'avait réussi un tel règne. Mais ce Marius n'était pas le même que celui qui avait mené des armées contre Jugurtha ou les Cimbres. C'était un vieillard de plus de 70 ans. Las, paranoïaque et rongé par la rancœur. Son gouvernement devint une dictature brutale. Les assassinats continuèrent. Quiconque était soupçonné de soutenir Sylla disparaissait. Rome était plongée dans la peur. Les sessions du Sénat étaient une farce. Marius dictait ses ordres sans écouter personne. Il avait trop attendu ce moment et ne pensait pas partager le pouvoir. Marius ne se consacra pas seulement à la vengeance. Il introduisit aussi des changements radicaux. Il démantela les réformes de Sylla. Tout ce que son ennemi avait construit fut détruit. Il récompensa ses alliés. Les soldats qui l'avaient accompagné reçurent des terres et des richesses. Il réorganisa l'armée pour consolider son pouvoir. Rome n'avait plus une armée du Sénat, mais une armée de Marius. Mais son gouvernement reposait sur une base fragile. La peur et la violence ne suffisaient pas pour gouverner longtemps. Marius avait réussi l'impossible, revenir de l'exil, prendre Rome et devenir consul pour la 7e fois. Mais son corps ne résistait plus. Les années de guerre, d'exil et de souffrance avaient laissé leur empreinte. Son esprit devint erratique, ses discours incohérents, sa paranoïa se déchaîna. On disait qu'il avait des hallucinations, qu'il parlait seul, qu'il voyait des ennemis même dans les ombres. Quelques semaines seulement après avoir assumé son 7e consulat, Caius Marius mourut. Certains disent que ce fut une fièvre, d'autres que son corps n'en put simplement plus. La seule certitude est qu'il mourut comme consul, mais dans une Rome qu'il avait lui-même détruite. Avec la mort de Marius, Rome fut plongée dans le chaos. Son héritage était marqué par la gloire, mais aussi par le sang. Son ennemi, Sylla, reviendrait plus tard et se vengerait de tout ce que Marius avait construit. Le cycle de la violence n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. 5e partie, héritage et conséquences de sa vie. Rome ne fut plus jamais la même après Caius Marius. Ce qui commença comme l'ambition d'un homme pour accéder au pouvoir, finit par transformer la République à jamais. Marius ne fut pas seulement un général invincible, ni un consul sans précédent. Il fut l'architecte d'une nouvelle armée et d'un nouvel ordre politique. Avec ses réformes, les armées de Rome cessèrent d'être temporaires et devinrent des forces professionnelles. Avec ses alliances et sa lutte contre le Sénat, il créa une fracture politique qui, des siècles plus tard, mènerait à la chute de la République et à l'ascension des empereurs. Son héritage ne prit pas fin avec sa mort. Jules César, Sylla, Pompée et Auguste suivraient le chemin qu'il avait ouvert. Marius ne changea pas seulement Rome, il la redéfinissait. Jusqu'à l'arrivée de Marius, l'armée romaine était basée sur une structure archaïque. Les légions étaient formées de citoyens propriétaires, des soldats temporaires qui combattaient lorsque Rome en avait besoin, puis retournaient sur leurs terres. Il n'existait pas d'armée professionnelle. Marius comprit que ce système était condamné. La guerre était l'avenir de Rome, et la seule façon de soutenir un empire était d'avoir une armée permanente, bien entraînée et loyale. Pour y parvenir, il ouvrit les légions aux prolétaires, les citoyens sans terre, ceux qui n'avaient rien à perdre et tout à gagner. L'État leur fournirait des armes, de l'équipement et un entraînement, et en échange, ils combattront pour Rome. Ce changement créa une armée de soldats professionnels, dont la subsistance dépendait de leur commandant. Ils ne combattaient plus pour le Sénat, ils combattaient pour le général qui leur donnait salaire, butin et terre. L'impact de cette réforme fut dévastateur pour la République. À court terme, elle permit à Marius de vaincre les barbares et de sauver Rome de la destruction. Mais à long terme, elle détruisit la loyauté envers le Sénat et mit le pouvoir entre les mains des généraux. Des décennies plus tard, cela permettrait à des figures comme Sylla
César et Auguste, d'utiliser leurs armées pour prendre le contrôle absolu de Rome. L'héritage de Marius ne se limita pas aux légions. Il laissa aussi son empreinte sur les futures générations de dirigeants. Son mariage avec Julia le lia à l'une des familles les plus influentes de Rome, les Julie, et bien qu'il n'ait pu le voir de son vivant, son petit-neveu, Jules César, hériterait de sa vision du pouvoir et de l'armée. Dès son jeune âge, César vit en Marius un modèle. Il apprit que la politique se gagnait avec la faveur du peuple et qu'une armée loyale pouvait être plus puissante que le Sénat lui-même. Lorsque César commença sa carrière militaire, il appliqua les réformes de Marius à l'extrême. Il créa des légions entièrement loyales à sa personne. Il utilisa la guerre comme un outil politique. Il se présenta lui-même comme le chef du peuple contre l'oligarchie sénatoriale. Tout ce que Marius avait initié, César le porta à un niveau supérieur. Et lorsque son heure arriva, il n'hésita pas à franchir le Rubicon avec ses légions, défiant le Sénat, tout comme Marius avait défié Sylla. Marius ne le vit jamais, mais sa vision avait triomphé. Avant Marius, Rome était gouvernée par un délicat équilibre entre le Sénat et l'Assemblée populaire. Des factions existaient, mais il n'y avait pas de guerre ouverte entre elles. Marius changea tout cela. En défiant ouvertement les optimates, il créa un conflit qui ne pouvait plus être résolu par de simples discours. Depuis lors, Rome fut divisée en deux camps irréconciliables. Les populaires, qui représentaient le peuple, les soldats et les nouveaux riches. Les optimates, l'aristocratie conservatrice, qui voulait restaurer le pouvoir du Sénat. Chaque camp avait ses chefs, ses armées et ses ambitions. Marius contre Sylla ne fut que le commencement. La République devint un champ de bataille politique et militaire. Chaque génération verrait une nouvelle guerre civile. Des décennies plus tard, César et Pompée se livreraient à la dernière grande guerre de la République, avec les mêmes camps que Marius avait contribué à définir. Et lorsque César sortit victorieux, lorsqu'il prit le pouvoir absolu et se proclama dictateur, ce fut l'aboutissement du système que Marius avait initié. Caius Marius ne fut jamais empereur. Il ne porta jamais la couronne de laurier, ni ne régna comme dictateur. Mais sans lui, il n'y aurait pas eu César, il n'y aurait pas eu Auguste, il n'y aurait pas eu l'Empire romain. Il changea la manière de faire la guerre. Il changea la politique romaine. Il changea le destin de la République. Rome ne serait plus jamais la même. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, et partagez la vidéo pour atteindre plus de monde et permettre à ce projet de continuer à grandir. À bientôt, frères d'armes.